Bonjour donc à nouveau, je suis professeur Pendaba de l'Université Gaston Berger. Je suis professeur de sciences politiques à la faculté de droit et Sciences Po et je travaille sur des questions de politique publique. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle dans notre jargon une politique infrastructurelle, en tout cas une politique publique, la politique publique de transformation numérique du Sénégal. Nous allons parler de DPI et de DPGs, de Digital Public Infrastructure et de Digital Public Goods. Ce sont des termes qui sont extrêmement barbares, mais je pense qu'il va être extrêmement important très très bientôt d'en comprendre tous les contours et tous les enjeux, parce que littéralement notre vie va être maintenant configurée et nos interactions, quasiment toutes nos interactions, en tout cas avec le secteur privé et avec l'administration, nos interactions vont être configurées par ces DPI et ces DPGs. DPI, ça veut dire infrastructure publique numérique et DPGs, biens publics numériques aussi. Donc, infrastructure publique numérique et biens publics numériques, des objets, encore une fois, au contour très incertain, surtout pour le monde francophone. La discussion autour des DPGs et des DPI est très récente, assez récente. Je pense que ça date, Gabi nous en dira plus, un peu moins d'une dizaine d'années. Mais en 2023, avec la présidence indienne du G20, le DPI est devenu vraiment un credo, voire même un mot d'ordre de transformation digitale. Les Nations Unies, à travers le PNUD en particulier, la Commission économique de l'Afrique, et plein d'autres acteurs, y compris privés. Je pense ici à Gate Foundation, à Co-Develop, qui organise maintenant un DPI Summit, un sommet annuel autour de l'infrastructure publique numérique. Toutes ces actions ont fait que sur ces 5 même, je dirais, ou au moins la dernière décennie, l'agenda international de transformation numérique est tourné autour d'un modèle majeur qui est celui des DPI. Et donc, nous devons, je pense, comprendre encore une fois les enjeux autour de ce dispositif, de ces plateformes qui, encore une fois, vont maintenant orienter et configurer nos relations avec l'administration, nos relations avec un certain nombre de prestataires privés. Parce que, Gabi nous le dira aussi, ce qui est en jeu, c'est quand même la question fondamentalement de l'identité. Cette question, encore une fois, elle est nouvelle. Elle est encore plus nouvelle dans le monde francophone. Et ce qu'on voudrait faire au LASPAD, qui, vous le savez, est un laboratoire interdisciplinaire qui travaille sur des questions urgentes et importantes pour le continent. LASPAD veut engager une série de réflexions, de discussions, de présentations autour de cette transformation numérique. Nous avons un axe spécifique qui est dédié, c'est l'axe transformation numérique des pays africains. Et là, nous entamons, je crois, au moins le 3e ou le 4e séminaire sur cette question-là. Vraiment, aujourd'hui, le séminaire est particulièrement important, ce qui explique d'ailleurs ma modération, parce que j'ai saisi au bon la visite express d'une personne particulièrement importante dans ce dispositif de DPI DPGs. Je veux parler de j'espère celui que j'appellerai bientôt mon ami, Gabi Adotevi, qui est peut-être l'une des personnes vraiment, et je le pense, les plus compétentes, les plus expérimentées pour nous expliquer de manière à la fois pédagogique mais profonde les enjeux, encore une fois, autour de cette infrastructure publique numérique et de ces biens publics numériques. Gabi a un CV qui est fantastique. Tout ce que je peux en dire, c'est que il a d'abord été développeur il a été formé comme développeur pendant de longues années avant de devenir aussi un spécialiste, un gestionnaire
Comment tu appelles ça, Gabi? Gestionnaire de portefeuille. Merci beaucoup. Un gestionnaire de portefeuille. Et il occupe une position particulièrement stratégique dans une des grandes entreprises qui fournit des biens publics numériques, qui s'appelle Mozip. Il nous parlera de tout ça. Mais aujourd'hui, vraiment, Gabi, n'hésite surtout pas à revenir. Vraiment, j'ai ton CV sous les yeux. Il est juste euh, il est magnifique, honnêtement. Je vois Alibaba, Offset, Mozip, évidemment, Fix Innovation, Maestro Industries. Donc vraiment un parcours dans des grandes entreprises, des multinationales même, avant d'arriver maintenant. La casquette qui nous intéresse chez lui, c'est non seulement la chance qu'on a qu'il soit francophone, puisque Gabi est notre voisin du Togo, mais non seulement il est francophone, il connaît les enjeux du continent, mais c'est le responsable Afrique de Mozip. Donc il a un continent dans son portefeuille et il voit les implémentations, les mises en œuvre différenciées d'un pays à l'autre entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest par exemple. Donc je suis vraiment très très heureuse, Gabi, et je voudrais te remercier d'avoir créé l'espace et le temps pour nous expliquer, de prendre le moment pour animer ce séminaire. Un grand merci. Au retour. Merci beaucoup, Prof. Merci, Prof Penda, pour cette opportunité. C'est un plaisir de pouvoir contribuer à tout cet effort sur les DPGs, les DPI qui est en train de se faire en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Donc, je vais commencer par me présenter. On dit souvent qu'on se présente mieux soi-même. Donc, je t'ai mal présenté. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, comme le prof Penda l'a déjà dit, mon nom c'est Gabi Alotevi, je suis originaire du Togo. Je suis né, j'ai grandi au Togo, j'ai étudié aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Mon background, à la base, je suis développeur. Donc, j'ai fait un bachelor en Software Development and Database Administration. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que développeur. Après, j'ai fait de l'automatisation, tout ce qui est de l'automatisation des systèmes cloud. Et après, en 2015, j'ai fait un MBA, Masters in Business Administration. Et le but, en fait, c'était de pouvoir combiner l'aspect business au technique. Donc, après ça, je suis rentré dans le monde professionnel de la gestion de projets informatiques, comme on peut dire. Et aussi, de faire mon background en business, j'ai eu à faire du management de portefeuille, notamment avec les Nations Unies en Italie. Et après, de fil en aiguille, aujourd'hui, je travaille avec une structure qu'on appelle MOSI, qui est une plateforme d'identité biométrique, qui est considérée comme un DPG. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de vous parler de ce que c'est que les DPG, les biens publics numériques, et des DPI, les infrastructures publiques numériques. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ce serait un plaisir de donner des éclaircissements du mieux de mes compétences. Donc, en gros, voilà ça. Donc, c'est ça. Ok. Donc, je vais faire une petite présentation. Je vais vous parler un peu de ce que c'est que les DPGs et puis les DPI. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez surtout pas. On peut en faire un échange, pas forcément que je vous fasse une présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, poser les questions. Oui, après je peux répondre à toutes vos questions. Ouais. Bien, on va un peu parler de ce que c'est que les DPIs, les DPGs. Donc, on va commencer avec une définition, ce que j'appelle une définition littéraire. Ça, c'est la définition littéraire, c'est ce que vous allez trouver dans un dictionnaire ou ce que vous allez trouver en ligne quand vous voulez savoir c'est quoi un DPG ou un DPI. Ce n'est probablement pas les meilleures définitions parce que c'est un concept bien plus vague que ça. Donc, la définition littérale d'un DPG, un bien public numérique, c'est les DPGs en général. Un DPG est un outil open source, tel qu'un logiciel, une donnée, un contenu,
qui est conçu spécialement pour relever les défis mondiaux et promouvoir le bien social, accessible à tous et aligné sur les objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc ça, c'est la définition littéraire. On va donner la définition d'un DPI aussi, et après, je vais essayer d'être plus précis sur ces définitions. Donc, quand on me parlait de la définition d'une infrastructure publique numérique, une DPI, donc c'est un système numérique fondamental, comme une plateforme d'identité, un écosystème de paiement instantané et un réseau de partage de données qui permet des services essentiels et soutient les activités sociales pour tous. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire? Encore principalement, ou de manière plus courte, on peut dire qu'un DPG, c'est un outil open source, comme les logiciels, comme je l'ai tantôt dit, et le but, c'est de pouvoir résoudre les défis mondiaux spécifiques, comme la santé, l'éducation, tout ce qu'il y a comme une nécessité dans un pays, dans un conseil d'un gouvernement, ça répond à un besoin spécifique. Et ça permet de pouvoir promouvoir le bien-être. Donc, une DPI, c'est des systèmes fondamentaux qui permettent des services essentiels et la connectivité. Donc, ça agit comme une épine dorsale pour les fonctions sociétales et économiques. C'est un terme fancy, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, en résumé, c'est ça. Les DPG sont des ressources, des outils individuels d'intérêt public. Et les DPI, c'est l'infrastructure ou le cadre permettant de pouvoir fournir des services essentiels et une intégration. Donc, tout cela, c'est bien beau. Plus loin, je vais expliquer c'est quoi les principes et comment ça sert. Donc, de façon pratique, qu'est-ce que c'est? Donc, avant d'en arriver là, il est important de savoir que les DPG sont compétitifs et non exclusifs. Alors, quand on parle de non compétitif, ça veut dire que l'utilisation d'un DPG par une personne ne réduit pas sa disponibilité pour l'autre. L'utilisation d'un logiciel open source, n'importe qui peut utiliser un logiciel open source pour un but précis. Je donne un exemple, Linux, le système d'information d'exploitation Linux, c'est un système open source que n'importe qui peut utiliser. C'est non exclusif, donc c'est-à-dire l'accès à un DPG ne doit pas être restreint. Donc ça veut dire que tout le monde doit pouvoir y accéder sans besoin de parler de licence ou quoi que ce soit. Ça doit être accessible à tout le monde. Un exemple très particulier que j'aime donner, c'est un GPS. Le système de GPS est accessible à tout le monde. N'importe qui peut télécharger un GPS et l'utiliser pour se retrouver. N'importe qui peut télécharger une application, un GPS par API, l'intégrer dans une application et l'utiliser normalement. Nous avons toutes les applications même de chat que nous utilisons actuellement. Il y a la fonctionnalité GPS pour pouvoir envoyer les localisations. Nous avons nos applications de transport comme les Uber, les Yango, tout ça, ça utilise des GPS. Et c'est pas des ressources payantes. C'est accessible à tout le monde et ça peut être intégré à toute application pour un but précis. Donc, il y a plein d'autres DPG comme ça. Donc, ça permet, un DPG en fait permet de réduire la fracture numérique. Donc, en quoi est-ce que ce DPG peut être utile pour construire un écosystème? C'est ça le vrai but des DPG. Donc, en gros, on dit que les DPG offrent un accès ouvert aux technologies et à l'information garantissant une distribution équitable des innovations. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas limiter le contrôle. Et donc, c'est ça, en gros, le but des DPG. On va essayer de mieux comprendre tous ces concepts et parler de ce qu'il faut pour dire que quelque chose est qualifié de DPG ou de DPI. Il y a beaucoup de principes, mais il y a des principes importants qui doivent figurer pour qu'on puisse parler de DPG ou qu'on puisse parler de DPI. Le premier concept, c'est l'interopérabilité. Qu'est-ce qu'on entend par interopérabilité? C'est la possibilité de pouvoir que différentes applications puissent communiquer entre elles.
Donc l'interopérabilité, je donne un exemple très simple d'interopérabilité. Ok, je pense que au Sénégal nous avons IAS, nous avons Sonatel, c'est ça, Orange, c'est ça? Bon, Expresso. oui. Donc si on prend ces deux opérateurs de téléphonie, je suppose que la numérotation diffère, mais que ce soit IAS ou que ce soit euh, Sonatel, vous pouvez communiquer, vous pouvez vous appeler. Normalement, il n'y a pas de coût extra quand les deux opérateurs communiquent. Donc, ça, c'est un exemple d'interopérabilité. Ou bien, si on arrive à un niveau où vous avez un numéro, la numérotation qui commence par, vous savez que de par la numérotation, c'est IAS, mais en fait, c'est Sonatel. Là, on prend un exemple concret d'interopérabilité. Donc, il n'y a pas quelque chose de spécifique qui définit que oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc, quand c'est les mêmes opérateurs, dans le même pays, ils doivent pouvoir communiquer sans restriction. Donc, on parle d'interopérabilité. Donc, dans le même sens, dans le domaine de la téléphonie mobile, je donne un exemple de l'Europe ou bien des États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, nous avons 50 États. Chaque État a sa numérotation. Par exemple, si vous allez dans le Maryland, vous avez le 240, à Washington, le 202. Malgré que chaque État a sa numérotation, il y a des opérateurs spécifiques et le numéro ne conditionne pas nécessairement que tu dois être avec tel opérateur ou tel opérateur. Donc, tous ces opérateurs sont interopérables. C'est ça le concept d'interopérabilité. On parle le deuxième principe, on parle des blocs réutilisables. C'est quoi un bloc réutilisable? C'est quelque chose que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Oui, j'ai utilisé pour concevoir telle application, donc je dois pouvoir utiliser la même chose pour construire une autre application, une troisième, une quatrième, pour un but commun. Donc on parle des blocs réutilisables. C'est un des principes importants aussi pour qualifier quelque chose de DPG ou de DPI. On veut parler de diversité, on veut parler d'inclusion. En termes d'innovation, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous développez une application, l'application se doit d'être inclusive. C'est-à-dire, ça doit pouvoir bénéficier à toutes les couches de la population. Que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les zones rurales. L'infrastructure que vous mettez en place ne doit pas mettre de restrictions, ne doit pas mettre de limites sur le end user. Donc, quand nous parlons de diversité ou quand nous parlons d'innovation, développons nos infrastructures, nos applications de manière à ce que ça évolue avec les avancées de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie où tout va vite, tout va très vite. Chaque année, il y a quelques années, peut-être vous avez de nouvelles technologies chaque 3 ans, chaque 5 ans, mais aujourd'hui, chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Donc, comment est-ce qu'on développe nos applications de manière à ce que même quand la technologie évolue, nos besoins évoluent avec, sans pour autant remplacer toute l'application ou avoir à redévelopper autre chose. Donc, et en faisant cette innovation, il faut aussi tenir compte de l'inclusion. Ok. Comment est-ce qu'on le fait de manière à ce que le paysan, l'agriculteur qui est au fin fond du pays, dans la zone rurale, puisse aussi bénéficier des mêmes services que le citadin qui est dans la zone urbaine. Donc, il faut tenir compte de ces aspects. Quelque chose de fédéré et décentralisé, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas que ça soit regroupé en un seul bloc. Il faut avoir la possibilité d'avoir des systèmes décentralisés. On peut avoir un socle commun, mais avoir des applications on top pour que ça puisse servir à tout le monde. Il faut que ça soit décentralisé, faut pas que ça reste dans un bloc uniquement quelque part. Un des aspects qui est très important aussi et qui n'est pas à négliger, c'est la sécurité, la confidentialité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la donnée. On parle de big data, on parle d'intelligence artificielle, tout ça, ça repose sur des données.
comment est-ce que nous construisons nos applications de manière à ce que ça soit très sécurisé? On parle des cyberattaques, on parle de la perte des données. Donc, il faut tenir compte à ce que l'application que nous développons, l'infrastructure que nous développons soit vraiment sécurisée, que ça tienne compte de toutes les normes de sécurité et que on sache que l'utilisateur ait la garantie, ait la confiance que sa donnée est protégée dans ce système. Donc, il y a ces 5 principes, il y a bien plus de principes, mais il y a ces 5 principes qui sont très fondamentaux et qui sont importants quand on veut parler d'une DPG ou bien d'une DPI. Nous allons parler des défis. Donc, quand on parle de DPG, DPI, on parle d'adoption nationale, il y a toujours des défis. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges. Et ce n'est pas aussi simple d'amener un pays à adopter une approche DPI. Et le problème ne se limite pas souvent aux aspects techniques, mais il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Et nous allons essayer de parler de quelques défis qui sont très importants à tenir compte quand on parle de l'adoption d'une DPI. Dans les principes, nous avons parlé de inclusion. Donc, accessibilité et inclusion. C'est un défi très important. Comment tenir compte d'un système qui est accessible à tout, qui est inclusif. Okay. On voit dans certains pays, quand vous avez, c'est un exemple qui est très simple, mais qui reflète ce qu'on appelle l'inclusion. Les bâtiments, pour accéder à un bâtiment, on voit les escaliers et puis on voit une rampe. Donc la rampe, souvent, c'est pour les personnes handicapées qui sont dans les fauteuils roulants. Ça, c'est un exemple d'inclusion quand on parle de quelque chose de physique. Un autre exemple d'inclusion, c'est bon, nous avons une application. Donc, on veut fournir un service. À travers l'application, on a une interface. En 2-3 clics, on a le service qui est disponible. Bien. Maintenant, quand je vais dans le village reculé, où il y a ce qu'on appelle les feature phones, c'est pas les smartphones. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui a le feature phone ne peut pas avoir accès au même type de service? Oui, c'est possible. Donc, je peux faire mon étoile 1, 2, 3 dièse pour avoir accès au même service que la personne qui utilise l'application a. Ça aussi, c'est un exemple d'accessibilité et d'inclusion. Donc, quelle que soit la couche de la population, tout le monde doit pouvoir avoir accès au même type de service. Le moyen n'a pas forcément besoin d'être le même, mais la finalité doit être la même. C'est ça, tenir compte de accessibilité et inclusion. En termes de paiement, je peux dire, je peux te payer par chèque, je peux te payer par mobile money, je peux te payer par virement bancaire. Donc, ça veut dire que même si j'ai pas de compte en banque et que j'ai un compte mobile money, je recevrai toujours l'argent. Donc, ça, c'est l'inclusion. La sécurité et la confidentialité. Ça, on le sait tous. Yes. On parle de cybersécurité, il faut sécuriser nos applications, tout ce que ça prend. Il faut tenir compte des aspects confidentiels. Donc, les utilisateurs qui viennent mettre leurs informations, qui donnent les informations, qui veulent accéder au service. Il faut qu'ils soient rassurés. Il faut qu'ils sachent que nous sommes en train d'utiliser des applications qui sont sécurisées. Il n'y a pas de risque de perte de données. Un des défis très importants, on parle de coût, financement. On a de beaux projets, mais pour pouvoir mettre en application les projets, il faut un financement. D'où vient le financement? Comment faire la recherche de financement? Comment rassurer les bailleurs, les banques, les grandes institutions, les multilatérales pour dire oui, voilà notre projet de digitalisation de notre pays. Nous avons besoin de tel montant. Et souvent, c'est des coûts qui sont assez complexes à estimer aussi, parce qu'il faut tenir compte de l'infrastructure physique, il faut tenir compte du développement, il faut tenir compte des ressources humaines, donc c'est-à-dire il faut tenir compte des personnes qui vont contribuer au développement. Il faut tenir compte de la population. OK. Et la population,
il faut tenir compte des années à venir. La population va continuer à augmenter. Donc, si la population augmente, est-ce que les besoins augmentent? Comment construire un système pour que, en plein milieu de l'intégration, de l'implémentation, nous ne nous retrouvons pas en déficit budgétaire. Donc, c'est toute une série d'exercices qu'on fait au préalable et on estime que oui, bon, voilà. Donc, on parle de ça, il faut parler des data centers pour l'infrastructure, pour les données et tout ça. Donc, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Bon. On parle de la complexité de la technologie. Comme je l'avais mentionné tantôt, il faut des systèmes qui puissent évoluer avec la technologie. Okay. On ne veut pas avoir des systèmes qui, au bout de 3 ans, 5 ans, vont devenir obsolètes. Et il faudrait tout remplacer. S'il faut tout remplacer, donc, c'est encore de gros coûts. Comment construire nos systèmes de manière à ce que ça réponde avec l'évolution de la technologie? Comment construire nos systèmes de manière à ce que ça puisse être inclusif, que ça puisse répondre à toutes les couches de la population? C'est plus facile pour moi de développer une application mobile parce que j'ai des développeurs qui connaissent la technologie et ça répond facilement à ceux qui ont les smartphones. Mais si je ne tiens pas compte de ceux qui n'ont pas de smartphone, donc je crée un gap. Donc, comment construire mon système de telle en sorte que ça puisse bénéficier toutes les couches de la population? C'est très important. On parle de formation et de renforcement des capacités. Comme l'avait dit le prof Penda il y a quelques minutes, DPI, c'est un concept qui est encore neuf. C'est nouveau, on travaille toujours là-dessus. Ça date de moins de 10 ans. Donc, l'expertise dans ce domaine est encore en train d'être formée. Quand on parle de DPI, on parle j'aime utiliser le terme domestication. On veut domestiquer la technologie. On veut avoir quelque chose pour nous. Parce qu'on parle à une échelle nationale. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on forme les gens? On ne veut pas tout le temps avoir à faire recours aux experts internationaux parce que ça, c'est des coûts. Et à chaque fois, on va pas attendre que les experts internationaux viennent faire le travail pour nous. Mais comment est-ce qu'on fait la formation de nos propres agents locaux? Est-ce que la formation commence à l'université? Est-ce que ça se fait au niveau de l'administration? Il faut trouver des modèles pour former les gens. Il faut trouver des modèles pour renforcer la capacité de ceux qui connaissent déjà. Donc ça aussi, c'est un défi. Il y a beaucoup de risques aussi. Nous formons des experts et puis les experts trouvent de bonnes opportunités et puis ils s'en vont après. Il faut tenir compte de ça, comment assurer la relève. Donc ça aussi, c'est un défi qui est très important et qui n'est pas à négliger. La gestion du changement. C'est un problème qu'il y a partout, surtout dans l'administration, dans les compagnies privées, un peu partout. Même dans la vie du quotidien, un changement souvent est toujours très difficile à adapter. Quand on prend une société, une administration où les employés ont une manière assez définie de travailler et puis on revient avec une nouvelle méthodologie, il faut toujours s'attendre à des résistances, ok? Il y a des frustrations, il y a ces petites anecdotes que j'aime raconter. Dans nos administrations, on a des parents qui font 20 ans, 30 ans, qui ont la même façon de travailler, et puis on vient avec les nouvelles technologies. Il y a le jeune de 25 ans, 30 ans qui sort tout fraîchement de l'université et qui connaît les nouvelles méthodologies, qui va apporter les changements, et il y a des résistances. Mais il y a nos vieux papas qui vont dire, ah lui là, je suis pas très loin de la retraite, mais il vient tacter mon travail avec sa nouvelle manière de faire. Et il y a ça dans toutes les administrations, il y a ça dans toutes les compagnies, que ce soit privées ou publiques. Comment travailler avec tout le monde pour les amener à accepter le changement, pour les amener à faire comprendre que cette nouvelle méthodologie ou bien ce changement qui vient, c'est pour améliorer la productivité. Ça, c'est des défis très lourds à relever. Et oui. On parle de cadre juridique. Le cadre juridique est aussi très important. Quand on veut faire un changement, plus précisément à échelle nationale, il faut que ce soit accepté juridiquement. Il faut les politiques en place, il faut les réformes en place pour permettre les changements. À échelle nationale, on n'apporte pas de changement juste comme ça. C'est quoi le cadre juridique et qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les parties qui sont touchées?
Donc c'est tout un travail qu'on fait. Il y a deux façons de le faire. Il y a le contexte juridique qui vient avant et il y a le contexte juridique qui évolue avec l'innovation. Donc c'est au pays, c'est à l'administration de décider de comment appliquer le cadre juridique et de prendre les mesures nécessaires pour que juridiquement, il n'y a pas de problème. Quand on parle de données des résidents, des citoyens de pays, c'est quelque chose de très souverain. Donc, est-ce qu'on touche aux données comme ça? Quelle est la loi qui vous permet de pouvoir travailler sur une donnée d'un citoyen? Donc, il y a un cadre juridique à mettre en place. Et bien sûr, la question d'interopérabilité dont nous avons précédemment parlé. On parle d'engagement des parties prenantes. Un changement dans une administration, dans une compagnie privée, dans toutes sortes de changements, on a toujours besoin que tout le monde soit en accord avec ce changement. Est-ce que toutes les parties, est-ce que tous les main stakeholders sont d'accord? Et ça, souvent, c'est favorisé aussi par le cadre juridique. Est-ce que tout le monde qui va être impacté par ce changement, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que tous les responsables sont d'avis que oui, c'est un changement, c'est une innovation qui va bénéficier tout le monde. Nous sommes d'accord avec allons. Et généralement, on se retrouve dans des situations où il y a des petites résistances. Et quand il y a des résistances, quand tout le monde n'est pas en accord, ça pose un frein. Donc, il faut vraiment s'assurer que les parties prenantes, toutes les parties prenantes sont en accord avec ce que nous sommes en train d'apporter comme changement, ce que nous voulons implémenter comme solution. Et bien sûr, il y a suivi et évaluation, c'est un terme que tout le monde aime, mais qui est un gros défi. Dans plusieurs pays, dans plusieurs administrations, même dans les boîtes privées, on voit que suivre les projets, c'est souvent un challenge. Ok, on parle de taux de décaissement élevé, taux de décaissement très bas, mais comment est-ce que le projet évolue, comment est-ce que ça va, est-ce que ça répond à toutes les normes prédéfinies. Il faut un bon suivi et une bonne évaluation de tout projet. Donc, ça, c'est des défis très importants à tenir compte pour pouvoir avoir une implémentation de DPI très efficace. Quand on parle de quelque chose, il est important de pouvoir pointer des exemples et ça permet de mieux comprendre ce dont on parle. Mais j'aimerais vous présenter le cas de Mozip, qui est une plateforme d'identification biométrique. Et vous parler un peu de comment ça a été conçu, les principes sur lesquels ça a été conçu et pourquoi c'est une DPG. Et peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre tout ce dont on parle maintenant. Mais avant d'arriver là, j'aimerais demander au prof Penda si elle a des questions ou... J'en Ouais. ai énormément. Mais je pense que Oui. finis d'abord, ensuite. D'accord. Ok. Donc, je veux vous parler de Mozip. J'adore parler de Mozip parce que je travaille pour Mozip et Mozip, c'est pas bien. Donc, le cas de Mozip. Mozip, c'est quoi? Mozip, la définition, c'est Modular Open Source Identity Platform. Quand on parle de DPI, on parle principalement de trois choses. On parle d'identité, on parle d'échange de données et on parle de paiement instantané. Pas de paiement, mais paiement instantané. Si le paiement n'est pas instantané, ça ne peut pas être qualifié de DPI. Donc, il faut que le système de paiement soit instantané. Il faut un échange de données interopérable et il faut une identité fondamentale. Une des plateformes d'identité qui est fondamentale, c'est Mozip. Donc, Mozip, pourquoi Mozip? Dans cet univers de DPI, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les pays, notamment chaque pays veut avoir son système d'identité, ce qui est normal, ce qui est important. Mais le problème qui a été notifié, c'est que beaucoup de pays ont essayé d'avoir leur système d'identification, mais très peu ont réussi pour plusieurs raisons. Une des raisons, ça peut être la rigidité des solutions propriétaires, c'est-à-dire le système qu'on veut adopter, c'est un système qu'on a pris en Occident, chez les Américains, chez les Européens, c'est des systèmes propriétaires. Et quand on a un système propriétaire, on est vraiment limité. On a le problème des licences qui coûtent excessivement cher, on a le problème de maintenance. Donc à chaque fois, il faut renouveler les licences et c'est des millions d'euros, c'est des millions de dollars
que le pays n'a pas nécessairement pour plusieurs raisons, peut-être parce que l'adoption de cette solution venait d'un financement spécifique et après on n'a plus accès à ce financement pour renouveler, ou bien c'est le coût de la maintenance qui est extrêmement cher et la plupart des compagnies, les compagnies sont là pour faire du profit, donc la plupart des compagnies ne sont pas assez flexibles et ça pose un problème après. Ou bien on a besoin d'un certain support, mais le temps d'attente est long et là on est bloqué. Donc, comment résoudre ce problème? Il y a aussi le problème de l'approche qu'on appelle l'approche cloisonnée. On voit dans une administration, par exemple, chaque entité essaye d'avoir son système de gestion de personnel, son système de gestion d'identité, si on peut dire. Donc, on se retrouve avec une société remplie de beaucoup de systèmes et les systèmes n'arrivent pas à communiquer entre eux. Donc ça devient un problème. Sur quoi on va s'appuyer? Si chacun a son système, comment est-ce qu'on résout le problème de doublons? Et puis, ça devient lourd parce que tout ça, on parle d'espace de stockage et c'est un problème. Donc, c'est pour répondre à des problématiques pareilles qu'on a pensé à avoir la plateforme d'identification numérique biométrique qu'on appelle MOSIP. Donc, MOSIP, c'est né comment? MOSIP, c'est né d'un projet d'université à IIITB Bangalore. Et le but, c'était de pouvoir résoudre tous ces problèmes en créant une plateforme d'identification biométrique open source. Open source, ça veut dire tout le monde doit pouvoir l'adopter. Il n'y a pas de problème de licence. Bon, il y a la licence, mais c'est pas une licence payante, c'est la licence MPL de Mozilla. Donc, c'est une licence gratuite. C'est de pouvoir résoudre à cette problématique. Et comme le but, c'est de pouvoir résoudre à une problématique spécifique de beaucoup de pays, ce n'est pas une plateforme qui est payante. Donc, c'est une plateforme qui est subventionnée. Donc, les organisations qui subventionnent la plateforme MOSIP, le développement, la maintenance, le soutien de la plateforme MOSIP, c'est la Gate Foundation, c'est NORAD, c'est Tata Trust, c'est Pratichka Trust. Donc, ça, c'est les organisations qui financent l'initiative MOSIP. Donc, MOSIP, c'est la plateforme d'identification biométrique qui est basée sur un fondement de confiance, de sécurité et qui permet de donner, d'attribuer une identité ou de vérifier l'identité des résidents d'un pays. Donc, par résident, on entend bien les étrangers que les citoyens qui résident dans un pays. Donc, il n'y a pas de différence. La plupart des systèmes d'identification se concentrent uniquement sur la citoyenne. Mais dans un pays, nous n'avons pas que les citoyens, nous avons aussi des étrangers, surtout au Sénégal. Le Sénégal, c'est une très grande plateforme d'expatriés. Il y a beaucoup d'étrangers au Sénégal, mais il reste des résidents du pays. Comment identifier ces personnes? Parce que c'est des personnes qui contribuent aussi à l'économie, c'est des personnes qui bénéficient de certains services de la population, donc elles ne doivent pas être isolées. Donc là, on est en train de parler encore de inclusion. Donc, faut pas écarter une couche de la population. Donc, MOSIP, on se focalise sur la délivrance de l'identité, l'authentification des personnes et, en top, la délivrance des services, les services publics ou bien privés. Toute personne qui veut s'appuyer sur la vérification d'une identité peut s'appuyer sur la plateforme MOSIP. Donc, comment on opère? On a le niveau plateforme, qui est une plateforme fondamentale avec l'identité des personnes et la possibilité de pouvoir vérifier ces personnes. On a la couche échange de données, donc de la couche fondamentale, on peut intégrer toutes sortes de services. Et la troisième couche, qu'on appelle la couche personne, c'est de pouvoir fournir des services à ce genre de personnes. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait? On fournit une plateforme, on collabore avec les pays, on s'assure à ce que chaque pays a sa propre plateforme d'identité et pour pouvoir fournir des services à la population. Ça permet de pouvoir construire des écosystèmes sur cette couche d'identité. Et on travaille beaucoup dans la recherche aussi parce que la question d'identité, c'est une question qui évolue avec le temps. Donc, on continue les recherches permanemment, on fait des partenariats avec les universités, on donne des bourses d'études pour pouvoir poursuivre les recherches dans le domaine de l'identité, de la biométrie, de la cybersécurité, tout ce qui est dans cet ordre. Donc, c'est quoi les principes technologiques de MOSIP? On avait parlé des principes des TPG, des TPI, c'est sur les mêmes principes
qu'on s'est reposé pour développer la plateforme de Mozip. Donc, c'est conçu dans le respect des normes de confidentialité et de sécurité. C'est un système qui, dès la première ligne de code, ils ont tenu compte de la sécurité. On sait qu'il y aura des données. Bon, comment est-ce que ces données sont sécurisées? Comment rassurer les utilisateurs de cette plateforme pour que... Donc, c'est un concept c'est un principe qui a été mis au point dès le départ. On parle de code source ouvert, open source. Aussi, c'est open source. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de vendor lock-in. Donc, chaque pays adopte sa solution et la personnalise selon ses besoins. Mozip, c'est extensible. Extensible, c'est dire ça peut bien servir à un pays qui a une population de 200 000 habitants qu'une population de 100 millions, 200 millions d'habitants. Donc, les exigences d'un pays avec une petite population ne sont pas les mêmes que les exigences des pays à grosse population comme le Nigeria, les Philippines, la République démocratique du Congo et tout ça. Donc, c'est un système extensible. C'est modulaire. Modulaire dans ce sens, plus loin on va voir c'est quoi les différents modules de Mozip. Modulaire dans un sens que on n'a pas besoin d'avoir toute la plateforme. Mais on prend ce dont on a besoin. Est-ce que vous avez besoin du module de pré-enrôlement? Est-ce que vous avez besoin du module d'enrôlement? Est-ce que c'est le module d'authentification? Est-ce que c'est le module de gestion des partenaires? Donc, c'est modulaire. Donc, on n'oblige pas les pays à prendre un tout s'ils n'ont pas besoin de tout. Mais vous prenez ce dont vous avez besoin. C'est configurable. C'est une plateforme assez simple. Vous avez vos développeurs, ils configurent l'interface, ils configurent les fonctionnalités et ça répond à vos besoins spécifiquement. Ce n'est pas une plateforme qui est déjà, c'est pas une ERP qu'on vient d'implémenter et puis vous utilisez ça comme ça y est. Non, vous l'utilisez comme vous en avez besoin. C'est facilement administrable. Vous avez les dashboards, vous avez le système d'audit et tout ça qui est bien fait. Les différents modules de Mozip. On a le module de pré-enrôlement. On parle de pré-enrôlement, c'est un module très simple. C'est une application web qui permet de pouvoir d'abord entrer vos données démographiques et prendre un rendez-vous pour aller faire la collecte des données. Et ça permet d'économiser le temps. Donc, vous ne voulez pas forcément aller dans un centre d'enrôlement et commencer à remplir les informations une à une. Vous pouvez le faire en ligne, prendre un rendez-vous. Vous savez que vous avez votre plage horaire de 15 minutes pour faire vos enrôlements et ça va vite. Ce qui nous amène vers le module d'enrôlement ou d'enregistrement qui permet la collecte des données biométriques. Donc, les empreintes digitales, la face, la figure et l'iris. Donc, on parle encore de inclusion. La plateforme module Mozip peut très bien travailler online que offline. Pourquoi offline? Parce qu'on veut pouvoir aller loin dans le village reculé où il n'y a pas l'internet, où il n'y a pas l'électricité et pouvoir collecter les données des gens également. Ok, on ne veut pas isoler la couche de la population qui n'a pas les mêmes infrastructures, qui n'a pas le même niveau d'infrastructure que dans les sociétés urbaines. Une fois que vous avez vos données biométriques collectées, vous aurez une identité. Donc, il y a la délivrance de l'identité. Ok, je me suis fait enrôler. Voici la preuve, j'ai mon identité. Donc, il y a le module de délivrance de l'identifiant. Et ça, c'est un identifiant unique. Ce qu'on appelle un identifiant unique personnel, numéro d'identifiant personnel qui est unique à vous et qui est lié à votre biométrie. Donc, quand vous êtes enrôlé, vous pouvez vous faire vérifier pour pouvoir accéder aux services, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau du système de santé, de l'éducation, de l'emploi, tout domaine où vous avez besoin de vérifier que c'est vous pouvez vous faire authentifier. Donc, voilà le module d'authentification. On a le module qui est dédié ou réservé aux résidents. Donc, j'ai mon identité, je dois pouvoir gérer mon identité, ok? Qui veut accéder à mon identité? Est-ce que j'autorise cette personne à accéder à mon identité? Ça, c'est l'aspect confiance. Ok. Bon, il y a tel service qui veut accéder à mes credentials. Pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Ok, je vous autorise à y accéder, mais je vous donne droit à lire juste 1, 2, 3. C'est tout ce que je vous autorise à voir. Ok. Peut-être mon nom et ma date de naissance ou mon nom ou mon âge. C'est à vous de décider. Donc, il y a la gestion de l'identité.
Et on a la gestion des partenaires. Dans la gestion des partenaires, chaque partenaire qui a besoin d'un système eKYC, qui a besoin de vérifier ses utilisateurs, peut s'appuyer sur la plateforme Mozip et pouvoir vérifier ses utilisateurs. Donc, on parle d'un écosystème. C'est tout un écosystème. Donc, la base peut être l'identité. Et sur cette base, quand l'identité est fondamentale, on peut facilement faire un partage de données. On peut facilement faire de l'authentification. Donc, eSignet, Inji, c'est des modules d'authentification. eSignet, c'est un module d'authentification en ligne. Inji, c'est un module d'authentification offline qui est basé sur le système de Mobile Wallet Verifiable Credentials. Les prestations, ça permet de fournir les prestations. OpenG2P, c'est un module de gestion de prestations. Et puis, ça peut facilement être intégré avec le système de registre civil aussi. Donc, tout ce qui est état civil, ça cadre bien avec l'identité. Enfin, l'état civil et l'identité, ça va de pair. Donc, ça permet une intégration de l'état civil aussi. Donc, comment est-ce que nous travaillons avec les pays? Encore, on passe sur les principes de DPI, on a la technologie, on prévoit la plateforme qu'on met à disposition des pays. Comme c'est une plateforme qu'on a développée, on supporte les pays, on fait de la formation de comment la plateforme est déployée, maintenue, et aussi on fait tout ce qu'il y a comme développement de capacité. Donc c'est un modèle qui est assez bien et voilà. Donc, il y a aussi deux manières de travailler avec les pays. On fait ce qu'on appelle un projet pilote ou un proof of concept. Et il y a aussi le modèle de adoption à l'échelle quand le pays sait que c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, c'est les deux modèles avec lesquels on travaille. Ça, c'est les pays dans lesquels on travaille depuis 5 ans déjà. En Afrique, nous avons 17 pays. En Asie, nous avons 4 pays. En Amérique latine, nous avons 5 pays. Donc, on va vite. Les pays comprennent qu'il faut aller avec l'approche DPI, il faut aller avec l'approche open source. Donc, c'est les pays dans lesquels nous travaillons à date. On parle de open source, on ne veut pas avoir de vendor locking. Donc, on a tout un écosystème de partenaires avec qui on travaille. Donc, voilà, ça, c'est notre écosystème de partenaires. On a les partenaires biométriques et puis on a les intégrateurs. Les partenaires biométriques, c'est tous ceux qui ont des systèmes de biométrie à offrir. Et les intégrateurs, c'est les compagnies qui accompagnent dans l'implémentation de la solution d'identité. Donc, c'est un peu ça. Donc, bon, au fil des années, ça, je pense que c'est quelque chose qui répond à beaucoup de questions qui nous sont posées. Au fil des années, c'est quoi les challenges qu'on a rencontrés dans l'implémentation de la solution Mozip? Les challenges, il y en a partout. Donc, c'est les challenges de ressources humaines. Est-ce qu'on a nécessairement les ressources, les compétences pour faire l'implémentation? Est-ce qu'il faut faire appel à des experts? Ça, c'est un challenge important. On a les infrastructures. Le pays décide vraiment d'aller avec l'approche DPI, mais est-ce que le pays a vraiment les infrastructures qu'il faut? Donc, il y a le problème de temps d'exécution. Ça va prendre combien de temps concrètement? C'est un nouveau concept. C'est open source. Ça va prendre du temps. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? C'est difficile à estimer des fois. On a la barrière linguistique. La barrière culturelle. Pourquoi? Parce que les grands experts de DPI aujourd'hui sont pour la plupart des Indiens. Est-ce qu'on va continuer à travailler comme ça? Est-ce qu'on va faire le développement de compétences localement? Ça, c'est des challenges qu'on rencontre aussi et pour plein d'autres problèmes non techniques. Et au fil des années, on a aussi appris nos leçons. On a compris ce que ça prend de pouvoir faire une bonne implémentation dans un pays. Donc, une approche qui répond vraiment aux besoins spécifiques du pays. On est quand même flexible à travailler avec les pays. On n'a pas un modèle unique de travail. On s'assoit, on bavarde avec le pays, on discute. Bon, ça, c'est la meilleure approche pour nous et on va avec. Donc, on a compris qu'il faut former les gens localement. On a compris qu'il faut s'adapter au cadre juridique. Ce qui se passe dans le pays A ne doit pas forcément se passer dans le pays B parce que c'est pas les mêmes lois.
Et on comprend qu'il faut s'adapter au cadre juridique d'un pays. Et puis, on a compris à un moment donné qu'il faut vraiment travailler avec le secteur privé. Il contribue vraiment au développement économique d'un pays. Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le secteur privé aussi pour accompagner les pays. Donc, en gros, voilà ce que c'est. Je suis très ouvert à vos questions. Si vous avez des questions en ligne, elles sont les bienvenues. Je préfère la question en ligne parce que j'ai vu que Prof Penda a au moins 150 questions ici. Donc, je suis ouvert. Gabi, vraiment, un immense merci. Je pense que c'était, je vais remettre comme ça. Ouais. Je pense que c'était vraiment un exercice extrêmement précieux. Je rappelle que le but de cette discussion Oui. avec le public aussi, c'est vraiment d'être dans une classe one-on-one. On est vraiment en première année Oui. de DPI et DPGs. Oui. Et il faut penser que on doit arriver au niveau doctorat. Donc, nous sommes vraiment, tu vois, au niveau 0. Et je voudrais, et merci vraiment, merci pour les premiers inputs. Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses et te challenger si tu veux. La première, encore une fois, pour moi, c'est de nous mettre d'accord sur ce dont on parle. Oui. Et tu as commencé par faire effectivement ces définitions, mais toi-même tu l'as dit, c'est des notions qui sont nouvelles et qui sont complexes. Oui. Donc, on est bien, tu me corriges, hein. Oui. On est bien dans le fait, nous sommes en train de faire basculer Oui. nos sociétés. Oui. Ou de les faire traverser un moment où on était dans des rapports physiques, dans une fourniture physique de services publics, Oui. à une fourniture de services publics qui va être numérisée ou digitalisée, Oui. essentiellement. Oui. Et tu nous dis, et c'est vraiment ça, tous les services publics, d'une manière générale, les services de santé, les services financiers, mais aussi les services juridiques. Je pense à, j'ai besoin d'un certificat de nationalité, j'ai besoin de comment on appelle ça, d'un casier judiciaire. Oui. J'ai besoin éventuellement même de payer ma facture d'eau. Je ne sais pas, c'est là où tu me corriges. Tous ces services-là qui font le socle d'un État, Oui. maintenant vont traverser, vont passer d'une délivrance qui était humaine à une délivrance qui va passer maintenant, qui va être médiatisée, qui va passer par la médiation d'une plateforme digitale. Mhm. Et le but et la promesse que vous nous faites, vous, les techniciens, Oui. c'est de nous dire tout ce que vous n'aviez pas réussi à faire. Parce qu'on sait que la délivrance des services publics en Afrique, par exemple, est très problématique. Oui. Elle n'est pas inclusive. Elle est grevée de toute forme de petite et grande corruption. Oui. On n'arrive toujours pas à avoir des services publics universels, etc. Et donc, vous nous dites, non seulement nous allons offrir les services publics, mais nous allons nous assurer que ces services publics vont être donnés, délivrés, de manière équitable, à toutes les couches, que vous soyez rural, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, que vous soyez éduqué, que vous ne le soyez pas, que vous soyez riche ou que vous ne le soyez pas, vous allez avoir accès à ça. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? Oui. La réponse courte, c'est oui. Ok. C'est à ça que nous souhaitons aboutir. Ok. Et le cheminement pour y aboutir, c'est ça le travail que ça prend. Donc, quand nous allons arriver à un niveau où on a un écosystème qui est 100% parfait, numérisé, et qui peut fournir des services à toutes les couches de la population, oui, on peut parler d'un exemple réussi d'implémentation de DPI. Okay. Donc, oui, c'est à ça que nous voulons aboutir, c'est l'idéal parce que ça va plus vite. C'est plus précis et on sait que oui, voilà, telle personne a fait cette demande et telle personne l'a eu, on n'a rien de temps. On sait que le casier judiciaire aujourd'hui, quand on veut un casier judiciaire, c'est un processus qui peut prendre une semaine, 2 semaines selon le pays, ok? Mais
Il y a quelques pays qui ont un exemple concret de digitalisation des casiers judiciaires et ça fait 24 heures maintenant. Pourquoi ça fait 24 heures? Ça fait 24 heures parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir vérifier la personne qui fait la demande. Donc ça veut dire qu'il y a une base, qui est la base de l'identité. Quand tu vas faire ta demande de casier judiciaire, ça veut dire que le ministère de la Justice ou le département de la Justice doit pouvoir vérifier que c'est toi. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice communique avec l'état civil ou bien la base de l'identité. On parle d'échange de données. On doit pouvoir vérifier cette information dans une autre base pour pouvoir fournir ce service spécifique. On parle d'échange de données. Bon, maintenant, peut-être le casier judiciaire, ça coûte 500 francs, ça coûte 1000 francs. On doit pouvoir faire un paiement. On parle d'en ligne. Le paiement que je fais, le paiement doit pouvoir être instantané pour que on puisse me délivrer mon casier judiciaire. J'ai mon identité, qui est la base. Le ministère a pu vérifier mon identité par échange de données. J'ai pu faire un paiement. Ça fait un cas parfait d'implémentation réussie de DeepL. Magnifique. Très bien. Donc ceci est la base. Oui. Maintenant, tu nous dis que tu as dit que le DPI, c'est trois choses. Oui. La première est la base, la ligne de base, Oui. c'est l'identité fondamentale. Oui, identité fondamentale. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler la différence entre identité fondamentale ou fondationnelle et identité Oui. Fonctionnelle? Oui. Donc, on a l'identité fonctionnelle, on a l'identité fondamentale. Je vais essayer d'aller par un exemple pour que ça soit plus précis. Vous allez à l'école, ok? Bon, je vais à l'université Gaston Berger. J'ai un student ID, ok? Donc, par ce student ID, on sait que je suis étudiant de l'université Gaston Berger. C'est une identité fonctionnelle. Parce que ça sert à cette fonction spécifique de m'identifier en tant que étudiant de Gaston Berger. Je vais à l'UQAT parce que je veux prendre 2-3 cours là-bas. On me donne un student ID à l'UQAT. Ça me représente en tant qu'étudiant de l'UQAT. C'est une identité fonctionnelle parce que ça sert à l'UQAT. Mon identifiant de l'UQAT ne peut pas me servir à Gaston Berger. Ça sert à une fonction spécifique. Ok? Quand je vais à la banque, ok, quand je vais à Bank of Africa, j'ai mon numéro de compte. J'ai un identifiant, je m'identifie, j'ai un numéro. Ça me sert uniquement à Bank of Africa. Quand je vais à EcoBank, c'est la même chose. Donc, je peux avoir 10 services et 10 identifiants fonctionnels. Mais comment est-ce que ça me sert ailleurs? Ça ne me sert à rien. L'identifiant fondamental, c'est quoi? C'est l'identifiant qui est la base unique, qui est unique et quel que soit là où je vais, on sait que c'est moi. Ok. Est-ce que cet étudiant de l'UQAT est vraiment le même que cet étudiant de Gaston Berger? Comment est-ce que tu sais que c'est la même personne? Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, on a des gens qui ont 2-3 actes de naissance, on a des gens qui ont 2-3 cartes d'identité avec des noms différents. Comment est-ce que tu sais que telle personne est la même, est unique? Ça, c'est l'identifiant fondamental et ça, tu peux le savoir uniquement par la biométrie. La biométrie, c'est ce qui ne change pas. Mon empreinte digitale, même si je suis jumeau, on peut se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Mais mon empreinte, c'est mon empreinte. L'empreinte de mon jumeau, c'est l'empreinte de mon jumeau. Il peut y avoir des similarités, mais ça ne sera jamais la même chose. Donc, la biométrie permet de faire la distinction entre ce qui est une identité fondamentale et une identité fonctionnelle. J'ai parlé de vérification de l'identité. Le ministère de la Justice qui a vérifié mon identité pour pouvoir dire oui, c'est telle personne, je lui délivre tel service. Cette vérification se fait à un niveau d'identité fondamentale parce que c'est la base commune avec laquelle tout le monde peut communiquer. Pas nécessairement accéder à la base, mais questionner la base et avoir une réponse en retour. Donc, elle est fondamentale, elle est unique à tout. Dans nos pays, est-ce que ce sont les responsables de l'état civil qui ont cette identité fondamentale ou le ministère de l'Intérieur qui a les cartes d'identité biométrique? C'est là où nous revenons dans le contexte juridique. Comment est-ce que les lois du pays sont érigées? Dans le pays
quelle est l'entité, quel est le ministère, quelle est la structure qui est en charge de l'identité. Et il faut pouvoir faire la distinction entre l'identité et l'état civil. Dans certains pays, il y a une entité qui s'occupe de l'identité et de l'état civil. Dans certains pays, il y a l'entité qui s'occupe de l'état civil et l'entité qui s'occupe de l'identité. Maintenant, ça revient au pays de déterminer qui prend cette responsabilité. Ok? Il n'y a pas un cadre uniforme ou bien il n'y a pas une structure unique pour dire ok, dans tous les pays c'est tel ou tel. Ok? Donc ça dépend vraiment de comment le pays a décidé que ok, toi tu vas porter euh, la responsabilité de l'identité, toi tu vas porter la responsabilité de l'état civil, ou toi tu portes les deux parce que ça va de pair. Ça peut être une entité unique qui est spécialisée pour ça. Ça peut être le ministère de l'Intérieur. Et ça dépend vraiment du pays, en fait. Je travaille dans des pays où c'est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Je travaille dans des pays où, pour éviter les conflits, c'est une entité qui est spécialisée pour l'identité. Et le but, c'est quoi? C'est qu'on sait que telle entité est en charge de l'identité. Donc, tous les gouvernements, tous les services publics, tous les ministères deviennent clients de cette entité. Tu es en train de citer les cas du Togo et du Bénin qui ont une agence Oui, dédiée. exactement. Il y a le Togo, le Bénin, il y a le Madagascar, il y a beaucoup de pays qui ont des agences spécialisées pour l'identité et l'état civil. Dans des pays comme le Sénégal où nous n'avons même pas encore une identité numérique unique pour chaque citoyen. Oui. Quelles sont les possibilités? Bon, et je dirais encore que ça revient au Sénégal de décider de quelle approche ils veulent adopter. Donc moi, je travaille dans pas mal de pays et c'est le cadre juridique qui définit qui en a la responsabilité. Ok? Et également, il y a des pays où ils n'ont pas d'agence dédiée à l'identité, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a, mais c'est parce que la loi donne pouvoir au ministère de l'Intérieur d'être responsable de l'identité. Donc, le Sénégal, je pense que le Sénégal doit s'asseoir et puis décider de, bon, voilà, nous, au Sénégal, on décide d'aller avec cette approche spécifique. Donc, ça revient au pays de décider de quel modèle leur convient et quel modèle répond mieux à leurs attentes. Parfait. Merci, Gabi. Voici les bases, je pense, qui sont posées pour tout le monde. Oui. On a besoin d'une identité fondationnelle, Oui. biométrique, qui va servir à vérifier les identités. Et on voit déjà des acteurs se mettre en place. Oui. On a déjà éventuellement un ministère du numérique, on a l'agence pour l'état civil, on a le ministère de l'Intérieur. À partir de là, Gabi, deuxième question pour moi, mais je vais poser des questions qui sont en ligne aussi. Hein. Quels sont selon toi, les prérequis nécessaires pour la mise en place, le déploiement d'une DPI? Je précise ma pensée. Quand on a un système d'état civil dans lequel, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont, enfin, quand la fraude documentaire est relativement élevée. Au Sénégal, on estime à peu près 10-15% quand même de fraude documentaire. Oui. Ok? Quand tu as des soucis énergétiques, c'est-à-dire que l'électricité n'est pas un bien universel et tu as de vastes zones qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Quand tu as des soucis de connectivité très larges, la fameuse fracture numérique, et quand tu as, comme tu le disais, un souci infrastructurel, tu n'as pas de data center, quand tu n'as pas de RH spécialisé sur les questions de sécurité, par exemple, ou des questions d'administration sur la longue durée, des gens qui sont capables d'absorber les nouvelles technologies et de les traduire dans le dispositif, est-ce que nous sommes prêts à sauter dans DPI avec toutes ces limitations? Oui. Oui, vous pouvez toujours sauter dans DPI. Bon, pas sauter, mais aller avec DPI. Écoute. Tout part d'une volonté. Okay? Si le Sénégal décide d'aller avec l'approche DPI, donc le Sénégal commence à mettre les choses en place pour aller avec l'approche DPI. Donc, on connaît l'existant, on connaît les problèmes à résoudre. Donc, pendant que, et c'est un travail qui peut se faire en parallèle aussi. Il y a des pays qui le font. Pendant que vous êtes en train de résoudre les problèmes de connectivité, d'Internet,
Le travail peut aussi se faire en parallèle. Ok, on n'a pas besoin d'attendre. Je ne pense pas que si un pays décide d'avoir une couverture de 100% avant de commencer l'approche d'EPI, ça ne va jamais arriver. Ok. Euh, il faut connaître les problèmes qu'il y a. Il faut avoir les approches de solutions. Il faut avoir le cadre réglementaire, le cadre juridique qui permet d'aller vers le changement. Et là, on commence le travail. On veut parler d'enrôler les gens. La fraude, 15% de fraude documentaire, moi je pense que c'est un pourcentage très faible. Il y a des pays qui ont bien pire que ça. La fraude documentaire, ça se résout par le problème d'identifiant fondamental. Parce que dans l'identifiant fondamental, il y a ce qu'on appelle la déduplication. Et la déduplication, c'est dans la biométrie. La biométrie, elle est unique. Quand je m'en vais, quand je veux avoir moi je veux avoir 3 actes de naissance, ok? Donc j'ai mon système d'identité qui est relié au système de l'état civil. J'ai mon identité, on sait que c'est moi, Gabi. Maintenant, je vais dans une autre région. Je veux m'enrôler encore parce que dans cette région, je me suis débrouillé pour avoir des copapiers. Je veux m'appeler Patrick. Je fais tout le processus et au niveau de la collection de la biométrie, on se rend compte que cette biométrie existe déjà. Là, la fraude est évitée. Parce que je peux changer mon nom, je peux même aller faire une chirurgie esthétique et changer de visage. Mais on va me rattraper au niveau de la biométrie. La biométrie, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Donc, cette question d'identifiant fondamental résout le problème de la fraude aussi. Parlons des zones reculées où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, disons des infrastructures limitées. Oui, ça aussi, on peut le résoudre comme problème. Si on prend la plateforme Mozip, par exemple, ok, avec la plateforme Mozip, on parle de système offline. On peut avoir des balises d'enrôlement qui ont des batteries, qu'on emmène dans ces zones, on enrôle les gens, et on revient, on upload les choses sur les serveurs, et puis on leur délivre leur identifiant. Donc, cette couche n'est pas isolée. Parce que cette zone de la population n'a pas l'électricité ou n'a pas l'internet, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un identifiant. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte du pourcentage de la population qui est isolée et de pouvoir prendre en compte les mesures pour leur fournir les mêmes services que ceux qui sont dans la partie où, bon, ils ont le nécessaire. D'accord. Je te pose maintenant des questions qui sont en partie dans le chat. Mais je voudrais commencer par la question du financement, Oui. que je vais lier avec celle du cybercolonialisme. La solution actuelle, dominante, Oui. tu l'as dit, ou même DPI, est aussi en partie, tu vois, quelque chose qui a été forgé, pensé par les Indiens. Oui. Il y a une grande puissance indienne qui est en train de se mettre en place, non pas seulement en Afrique, tu l'as monté, mais au niveau international. Oui. Quelle doit être la réponse africaine? Est-ce que on n'aurait pas dû avoir un Mozip africain déjà? Et première question, est-ce qu'on doit s'engager dans ces solutions qui sont open source, qui sont flexibles, comme tu le dis, mais qui viennent quand même de l'extérieur? Nous parlons de 54 pays et d'un autre pays. Et le financement, tu nous as pas donné de fourchette. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un pays, par exemple, où il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas de data center, il y a quasiment rien qui existe, et un pays comme le Sénégal, où nous avons quand même 3 plus data centers, etc. Donc, la fourchette de prix de financement, et puis qui paie? Ok. La fourchette de prix de financement, je ne peux pas la donner parce que ça sera une très mauvaise estimation. Et je m'explique. Quand je vais dans un pays qui n'a rien, ok, et qui doit tout faire de zéro, que ce soit un petit pays ou un grand pays, le financement sera bien plus qu'un pays qui a déjà des infrastructures. Parce que là, on parle de open source. Open source, c'est mieux d'avoir votre data center et que toutes vos données soient chez vous. Ok? Il faut que tout soit local. Donc, il faut tenir compte du data center. Il faut tenir compte des infrastructures. Il faut tenir compte du coût des logiciels, du hardware, le software, la maintenance, tout. Il faut en tenir compte. Et c'est des coûts. Ok?
il faut tenir compte des ressources humaines qui vont contribuer à l'implémentation. Maintenant, quand on parle de coûts, il faut pas négliger le facteur durée. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire sur 2 ans, sur 5 ans, sur 20 ans? Si c'est quelque chose que je veux faire sur 2 ans, ça va me coûter bien plus cher, parce que je vais aller vite. Si c'est quelque chose que je veux faire sur 5 ans, c'est plus flexible. Sur 10 ans, 20 ans, c'est encore plus flexible. Donc, ça, c'est tout le travail qu'il faut faire au préalable. Maintenant, est-ce que je veux le faire avec mes experts locaux ou les experts internationaux? Les experts internationaux, ça va coûter bien plus cher. Les experts locaux, ça ne va pas forcément aller vite si vous n'avez pas le même niveau de compétence. Donc, il faut tenir compte de tout ça. On peut faire une implémentation dans un tout petit pays à 20 milliards et le faire dans un pays qui a 20, 30 fois plus de population à 2 milliards. Pourquoi? Parce que le grand pays a déjà tout ce qu'il y a comme infrastructure physique, a déjà tout ce qu'il y a comme Internet, couverture Internet et tout. Et ça va plus vite. On va vers du concret. Donc, la question de financement, c'est vraiment une question où il faut que le pays s'asseye, détermine l'existant, détermine là où ils veulent aller, et sur cette base, on y va. Donc, si j'ai un pays qui a déjà un système d'identité, donc le pays n'a pas forcément besoin de faire des enrôlements, donc ça coupe un gros pourcentage. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, comment est-ce que ça c'est financé? Ça aussi, ça revient au pays. Est-ce qu'on veut aller prendre une subvention? Est-ce qu'on veut aller prendre un prêt chez les grosses banques? Est-ce que c'est financé par le secteur privé? Est-ce que c'est sur fonds propres du gouvernement? Ça aussi, ça reste au pays à gouverner. Il n'y a pas un modèle unique de fonctionnement. Donc, c'est ça qui représente tous les challenges et c'est ce qui, quand j'ai parlé de temps d'exécution, il y a tout ça à régler avant de pouvoir se lancer dans une approche DPI. Très bien. Et il y a eu la question aussi de savoir, est-ce que l'Afrique ne doit pas avoir son MOSI? Pourquoi il faut réinventer la roue? Il y a déjà un MOSIP qui existe. Et la particularité, c'est que c'est open source. Tout le but de open source, c'est de se l'approprier et d'en faire ce qui nous convient. Donc, au lieu de développer un MOSIP africain, donc il n'y a pas ce qu'on appelle un MOSIP africain. Un MOSIP, c'est MOSIP. Donc, c'est le même MOSIP que l'Asie utilise, c'est le même MOSIP que l'Amérique latine utilise. Mais quand un pays le prend, le pays le personnalise et ça répond à son besoin. Et là, ça ne s'appelle plus le MOSIP. Ça s'appelle ce que le pays lui a donné comme nom. En Éthiopie, on a Faïda. Tout le monde parle de Faïda. Faïda, c'est MOSIP. Mais ils l'ont personnalisé, c'est pour ça qu'ils appellent ça Faïda. C'est pour eux maintenant. C'est ça tout le but de l'open source. C'est pour eux maintenant. Aux Philippines, on a Phil6. Phil6, c'est un cas de succès. Phil6, c'est basé sur MOSIP. Mais on l'appelle pas MOSIP là-bas, on l'appelle Phil6. Parce que ils l'ont pris, ils l'ont personnalisé, ça répond à leurs besoins. Au Togo, on a EID. Ça ne s'appelle pas MOSIP, ça s'appelle EID. Donc, pourquoi réinventer la roue s'il y en a déjà quelque chose? Donc, au lieu de recréer quelque chose qui existe déjà et qui bénéficie à tout le monde parce que c'est open source, focalisons-nous plus sur la montée des compétences, sur la formation. Pour que les acteurs locaux des pays puissent être les propriétaires de leurs solutions. Donc, moi, j'encouragerais plus à ce qu'on se focalise sur comprendre l'existant et se l'approprier plutôt que de recréer quelque chose qui existe déjà. Je te suis complètement sur quand la solution existe, il faut la prendre et la customiser par rapport à ses besoins. Mais ça pose une question précédente, en fait, et plus importante. Oui. Et la question, c'est, l'Inde, il y a de cela peut-être 2 ou 3 décennies, a fait un choix de former un nombre impressionnant de développeurs, d'ingénieurs, a investi dans des universités de recherche et a été aux États-Unis, a formé sa jeunesse, de sorte à être capable. C'est immense comme pays, l'Inde, mais c'est quand même un pays. Et je suis obligée de poser la question de comment est-ce que cette vision par rapport à ces ressources humaines, nous, en tant que continent, nous n'avons pas pu développer ça. Et ça fait de nous un continent, c'est très bien hein, que les mots changent, mais ça fait toujours de nous un continent consommateur de solutions produites ailleurs. Tu as beau, Gabi, customiser le costume d'autrui, tu as beau mettre une cravate avec du wax et ce que tu veux. Il reste que le costume a été une coupe, tu vois, une mode, un habit qui était initialement pensé pour d'autres. Moi, ma question au-delà de ça, ça rejoint la question des ressources humaines. C'est
Comment est-ce que on peut rattraper le train en marche? Les choses sont déjà en cours. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, nous universitaires? J'ai été très touchée de voir que la solution Mozip a été pensée dans une université. Oui. Et l'essentiel de ces concepteurs sont, des chercheurs. Comment est-ce que on peut encore une fois rectifier le tir, changer de trajectoire et ne pas être dans, toujours la customisation de solutions exogènes? Oui. Il faut investir dans la recherche. Il faut investir dans la recherche. Le but de l'université, c'est de former les leaders de demain. Okay. Vous allez voir que les pays qui réussissent, c'est les pays qui ont compris qu'il faut vraiment investir dans les ressources locales et surtout dans la recherche. Il faut mettre le financement à disposition des universités, de s'assurer que nous formons les leaders de demain chez nous, que ce soit chez nous comme chez ailleurs, mais de nous assurer que nous sommes en train de préparer la relève de demain. Nous voulons faire le même modèle que l'Inde, que la Chine, mais tout part d'une volonté. Quelle est la place que le pays, le gouvernement accorde à ses étudiants? Okay. Il y a l'école, il y a l'université, il y a la théorie, il y a la pratique. Le plus important, c'est la pratique. Ok, qu'est-ce qu'on met en place si j'ai une université qui me montre comment développer un software et que je n'ai pas de lab à côté, bien financé, qui pourra permettre à mes étudiants qui ont fait la théorie de faire la pratique. Donc, je pense que je n'ai rien fait. Il y a un exemple que j'aime donner souvent que moi, avant d'aller étudier aux États-Unis, j'ai étudié au Togo. J'ai une licence au Togo. Je suis parti aux États-Unis. J'ai vu la différence entre les deux. Je ne veux pas forcément dire que l'étude au Togo n'est pas bien, mais j'ai vu la différence entre quand tu le fais de façon théorique et quand tu ajoutes la pratique à la théorie. Okay, il y a une différence. Il faut vraiment accompagner nos étudiants, nos programmes avec les labs pratiques, avec les financements nécessaires pour leur permettre de pouvoir matérialiser ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est la différence que ces universités occidentales, indiennes, chinoises, européennes, américaines ont de plus que nos universités africaines. L'éducation et la santé, on dit souvent que c'est la base. Donc, il faut revoir aussi les priorités en termes d'éducation, de recherche. Donc, j'ai travaillé dans des institutions où on n'accordait pas beaucoup d'importance à la recherche, quelque chose que moi j'ai toujours trouvé bizarre. Par exemple, nous, à Mozip, la recherche, c'est très important pour nous. Et on continue, c'est un travail en continu. Ça fait 7 ans que Mozip existe. Le travail ne s'arrête pas. Il y a toute une équipe R&D. Donc, parce que la technologie évolue. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité. Comment faire pour avoir un système qui est permanemment sécurisé? C'est la recherche. Aujourd'hui, c'est 100% sécurisé, mais est-ce que demain, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, il faut anticiper sur le demain pour que ça le soit toujours. On m'a une fois appris, c'est facile d'être numéro 1, mais c'est très difficile de rester numéro 1. Ça demande plus de travail de rester numéro 1 que de passer numéro 1. Donc, il faut vraiment investir dans la recherche, il faut vraiment faire le développement de capacités pour nous assurer que oui, nous sommes couverts. Je pose la question de Soufiane Moussa, qui, exactement comme toi, parle des questions de sécurité. Qu'en est-il de la sécurité? Quel genre d'infrastructure matérielle et de ressources humaines on a besoin pour une solution, pour, j'imagine, DPI, hein? La question de la sécurité. Et je rajouterai à ça, Gabi, la question de la confiance. Oui. En tant qu'Africains, la relation que nous avons avec nos États, avec nos administrations est très problématique. Oui. J'ai parlé de corruption tout à l'heure, mais il y a aussi la question des États policiers. Nos identités, en général, ne sont pas utilisées pour nous délivrer des services publics. C'est plutôt pour nous surveiller, pour nous contrôler et pour pouvoir derrière nous faire un chantage. Je suis désolée, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'États. On a des États qui nous surveillent énormément. Et la question est là. Pourquoi est-ce que je donnerais... Déjà, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment le choix. On va devoir tous avoir cette identité. Mais comment est-ce qu'on corrige la question de la confiance via la sécurité? Mais la sécurité n'est pas tout. La sécurité ne règle pas la question de la confiance. Oui.
comment est-ce qu'on s'assure, par exemple, que l'État délivre des services publics, mais ne surveille pas? Parce qu'ils auront mon numéro de téléphone. Ils sont pas en train de me traquer, de me localiser, de savoir avec qui je parle, ce que je fais, et ils sont capables derrière, hors plateforme DPI, d'avoir du pouvoir sur moi. Je pense qu'il faut mettre la population en confiance. Il y a beaucoup de spéculations, oui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui croit quand je vois, ok? Euh, il faut vraiment sensibiliser les populations. Euh, Par exemple, dans mon travail, je vois beaucoup de réticences parce que les gens ne savent pas exactement pourquoi ils doivent donner leur biométrie. Et ça, c'est un problème à deux volets. Le premier volet, c'est que les gens ne lisent pas, ok? Tout le monde sait qu'on veut s'enregistrer sur un site aujourd'hui. Il y a un long texte que personne ne lit. On clique juste j'accepte. On coche la case et puis on clique j'accepte. OK? Mais ces tests ont toujours toutes les informations. Ces tests vous disent toujours ce qu'ils vont faire avec vos informations. Mais je suis sûr que 90% des gens ne lisent jamais ça. J'entends souvent des trucs du genre, bon, on a vendu mes informations, pourquoi les gens font ci, pourquoi les gens font ça, mais on vous dit toujours ce qu'on veut faire et on vous donne le choix d'accepter ou de refuser. Ça, c'est le premier volet que nous-mêmes, on ne lit pas. Et l'autre aspect, c'est oui, un projet comme ça, il faut avoir toute une campagne de sensibilisation. Mhm. Moi, par exemple, je ne vais pas aller débarquer dans un village où je sais que les gens n'ont pas été à l'école. C'est un village rempli de cultivateurs avec une mallette pour dire venez poser vos doigts pour faire la collecte de biométrie. Non, ça ne va pas passer. Dans les zones autochtones, on va te dire que tu es venu avec la sorcellerie. On connaît nos réalités africaines, mais comment est-ce que tu fais tes enrôlements dans cette zone, par exemple? Il faut sensibiliser les gens. Il faut aller voir les chefs de village. Il faut leur expliquer dans un langage qu'ils peuvent comprendre que bon, voilà, ça, c'est le but. Si tu fais ça, ça va te permettre d'aboutir à ça. C'est plus facile pour nous de te donner des subventions à la fin du mois. C'est plus facile pour toi d'accéder à ci, à ça et tout ça. Donc, il faut faire tout un travail de sensibilisation. Ça, c'est très important. On va finir. On a vraiment de très belles interventions d'Issa Konaté Aou, Abdoulaye Cissé, qui nous rappelle l'agence ou même le registre d'état civil qui existe maintenant. Mam Kourendjaï est beaucoup intervenu sur les questions d'interopérabilité qui existent. Moi, je voudrais finir sur une question. Et évidemment, les défis de l'interopérabilité, c'est les échanges de données. Mais pour ne pas rester que sur Mozip, on sait que Pix au Brésil fait a une très bonne réputation. Aadhaar en Inde a été même la base de la création, tu m'expliquais, de Mozip. On a aussi Xload. Je pense que les grands champions, ce sont les Estoniens, un tout petit pays de rien du tout, mais super présent quand il s'agit d'identité numérique. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer c'est quoi ces choses-là, Pix, Aadhaar, Xload? Est-ce que ce sont des DPI? Et quelle différence avec Bon, ma compréhension de ces systèmes est limitée. Je pense pas que je puisse aussi bien expliquer que je maîtrise le système open source. Mozi, par exemple, fait quasiment la même chose que Aadhaar. Aadhaar qui est une réussite, mais Aadhaar, c'est vendor lock. Aadhaar n'est pas open source. Aadhaar, c'est purement customisé pour l'Inde. OK? Et Aadhaar, il y a du vendor lock dessus. Moi, je me suis spécialisé en open source. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question parce que je n'ai pas pris le temps d'étudier ces systèmes. J'en ai entendu parler, oui, effectivement, mais je les ai pas étudiés pour pouvoir dire concrètement c'est quoi la différence entre les deux, qu'est-ce qui est l'avantage, qu'est-ce qui est l'inconvénient. Aadhaar, par exemple, l'avantage de Aadhaar, c'est que l'Inde est un pays qui a une immense population illettrée et informelle. Et en cela, c'est un pays qui ressemble beaucoup aux pays africains, dans une certaine mesure, qui est immense aussi géographiquement, qui a des défis d'énergie et tout ça. Et ils ont quand même réussi, mais il y a beaucoup de soucis dans Aadhaar. Hein. Et apparemment, ils n'ont même pas vraiment réussi cette inclusion dont on parlait. Et quelqu'un aussi a posé la question de l'inclusion. Et c'était juste ça, en fait, qui était fascinant dans
dans cette inclusion. Oui. Ça commence toujours quelque part. C'est un travail progressif, ok? Ce concept de DPI, je pense pas qu'il y ait un modèle à 100% réussi. On peut avoir des 90%, des 80%, mais c'est un travail en continu, ok? Et comme je le dis, il y a déjà la technologie qui avance. Il y a la question de compétences. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais tout part d'une volonté, comme je vous dis. Il faut bien commencer quelque part. C'est un travail sur la durée. OK? Mais il faut commencer quelque part. Quand on décide de le faire, on met en place le cadre juridique et sur cette base, on commence à mettre les briques. On le fait brique par brique jusqu'à aboutir à quelque chose qui bénéficie vraiment. On parle d'inclusion. Oui, c'est bien de parler d'inclusion, mais euh, un exemple réussi à 100% de l'inclusion, j'en ai pas encore trouvé. Mais on peut trouver des 80%, on peut trouver des 90%. Et c'est déjà quelque chose quand on parle de quand on parle de moins de 10% et qu'on arrive à 90%, c'est considérable dans un pays. Donc, il faut avoir la volonté de le faire. Il faut s'assurer que le cadre juridique est en place. Il faut s'assurer que toutes les parties prenantes sont en accord. Et je pense que de là, ça vient tout seul. La question de financement, bon, je dis souvent aux pays avec qui je discute, faut pas nécessairement attendre d'avoir le financement dont tu as besoin sur 10 ans pour commencer. Si tu as quelque chose qui peut te permettre de travailler sur 2 ans, les résultats parlent d'eux-mêmes. Si tu arrives à livrer et que tu vas faire la recherche de financement, ben, quand on voit les résultats, le financement vient tout seul. Maintenant, on parle de partenariat avec le privé, partenariat public-privé. Mais quand il y a des opportunités, le privé même va venir vers vous pour aider à développer le pays parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont leurs intérêts aussi. Oui, donc il faut partir de quelque chose, ok? Le privé, mais que ce soit le privé ou que ce soit les subventions, si on ne voit pas un devenir certain, il y aura toujours des réticences à mettre de l'argent dedans. Mais quand c'est visible, quand on voit les résultats, si moi je vais voir un bailleur, je dis ah ok, j'ai commencé ce parcours, ça fait 2 ans, voici les avancées que j'ai fait en 2 ans, c'est palpable, la population est importante, et le financement vient tout ça. Dernière question avant de te remercier, Gaby. Dernière, promis. Nous sommes dans une région, ECOWAS, la CEDEAO, qui a des problèmes qui est là, avec la sortie, comme tu le sais, quand même de 3 pays, mais quand même, il nous en reste une bonne douzaine. On est d'accord. Oui. Dans cette région, nous avons une carte d'identité biométrique commune. Et la question de l'interopérabilité. Comment est-ce qu'elle se pose quand on essaie d'avoir une zone, un espace communautaire, un petit marché régional? Est-ce que DPI doit prendre en charge le niveau régional dans ces vérifications? Tu parlais de population étrangère au Sénégal, mais etc. Pour contrôler l'identité des Togolais, est-ce que cette carte d'identité fondamentale régionale nous permet de le faire? Ok, donc moi je dirais personnellement que ça n'a rien à voir avec DPI parce que DPI a déjà pris ça en compte. Ok, quand on parle d'interopérabilité, quand on parle d'inclusion et tout ça, c'est déjà pris en compte. Maintenant, est-ce que les politiques entre États permettent ces échanges? Mm-hmm. Là est la question maintenant. Là, on n'est plus au niveau technique. On ne parle plus du technique parce que le technique, il est là, il est fonctionnel, ça marche. Okay? Mais est-ce que les lois entre ces différents États permettent ces différents échanges? Moi, j'aime souvent donner cet exemple et on en rit souvent. On parle d'Ecobank. Mm-hmm. Ecobank, la banque panafricaine et tout ça, mais il y a Ecobank Togo, il y a Ecobank Bénin, il y a Ecobank Sénégal. Bon, pourquoi Ecobank c'est pas Ecobank? Pourquoi c'est par pays? Quand je vais en Amérique, quand je dis Bank of Africa, c'est Bank of America, c'est Bank of America. Que j'ai ouvert le compte au Missouri ou à New York, c'est Bank of America. Le même compte que j'ai ouvert au Missouri, ça fonctionne très bien dans le Maryland ou à Washington ou en Californie parce que c'est Bank of America. Mais ici, quand je vais aller au Bénin, on va me dire mais tu n'as pas Ecobank Bénin, tu n'as pas de compte en banque. Au Sénégal, on va me dire tu n'as pas Ecobank Sénégal.
Moi, je me rappelle, une fois, avec un ami, je devais lui envoyer de l'argent. Il m'a demandé, je te donne Ecobank Togo ou bien je te donne Ecobank Sénégal. C'est un Khaled sénégalais. Ecobank, c'est Ecobank. Bon, pourquoi on n'a pas Ecobank? Pourquoi on a Ecobank Togo? Pourquoi on a Ecobank Bénin? Pourquoi on a Ecobank Sénégal? Pourquoi on a Ecobank spécifique dans chaque pays? Et mon compte en banque ne marche pas dans le pays voisin. Peut-être les lois autour des banques ne permettent pas encore ça. Donc là, il faut commencer à parler des politiques d'échange entre les pays. L'aspect technologique, ce n'est pas un problème parce que le même Ecobank, les mêmes services que j'ai au Togo, j'ai les mêmes services dans les autres pays de l'Afrique. Mais sauf que il faut que j'ouvre des comptes différents dans tous les pays. Mais maintenant, quand je viens au Sénégal pour ouvrir Ecobank Sénégal, on va me demander preuve de résidence. Je peux pas ouvrir Ecobank au Sénégal juste avec ma carte d'identité. Qu'est-ce qui prouve que je vis au Sénégal? Donc, Gabi, juste vraiment une dernière question, promis. Est-ce qu'on pourrait penser, dans ce cas-là, puisqu'on parle d'intégration et de citoyens de la CEDEAO ou ce que tu veux, est-ce qu'on pourrait penser un DPI qui ne serait pas national, mais qui serait vraiment communautaire, puisque nous avons tous les mêmes cartes d'identité. Le DPI, il est déjà communautaire. Le DPI, il est là et c'est justement tout le but. Moi, si j'ai mon modèle de DPI, que j'ai mon modèle de DPI au Togo et que vous ayez votre modèle de DPI au Sénégal, le fait que ce soit interopérable ne doit pas mettre de limitation. OK? Mais cette non-limitation est technique. Ça permet de pouvoir échanger tout ce que je veux échanger entre les deux pays. Mais est-ce que le cadre réglementaire entre les deux pays me permet de faire cet échange? Donc, ce n'est plus au niveau technologique. C'est au niveau de la loi. C'est au niveau des lois entre les lois d'échange entre les pays. Aujourd'hui, nous avons le ZECLAF qui est en train de travailler dessus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais, nous ne sommes plus à un niveau nous ne sommes plus à un niveau technique. Nous sommes à un niveau légal. D'accord. Oui. Maintenant, il s'agit de cadres juridiques. Il s'agit de cadres juridiques. À mettre en place. Et ça, par contre, ça... Même dans un pays, OK? Si je veux envoyer de l'argent d'Ecobank à BOA, est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça part en même temps, ça arrive en même temps? Même dans le même pays. Faut que ça prenne du temps. Mais, ça veut dire que les lois entre les deux banques, ça doit passer par quelque part, ça doit transiter quelque part, ils doivent faire des vérifications extra avant d'envoyer l'argent. Donc, c'est à regarder. En tout cas, vraiment, cher Gabi, je crois qu'on a tous compris que nous n'avons fait que toucher peut-être la couche première d'une, Oui, tu vois. C'est juste la partie visible. La partie visible. Nous sommes sur le top de l'iceberg. On est d'accord. Titanic arrive là. Mais merci infiniment pour ce premier cours. J'espère vraiment qu'on pourra te recevoir à nouveau sur des questions plus pointues. Oui. Mais je pense qu'en termes d'introduction, c'était vraiment une très belle introduction. Moi, personnellement, tu m'as permis d'y voir plus clair et puis de penser différentes échelles aussi de défis. Merci infiniment. Oui, merci Prof Penda et merci à mon audience. J'ai pas eu l'occasion de vous entendre, mais bon, je suis disponible. Si quelqu'un a des questions, je suis très accessible aussi. Vous pouvez voir Prof Penda, avoir mon contact, poser les questions que... Faudrait un paiement instantané d'abord. Ah oui, j'aime l'argent. Merci tout le monde. Merci Prof Penda. Merci beaucoup, cher public. Et puis on continue la série. À très bientôt tout le monde. Merci Stan. Au revoir.